Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour votre émission footballistique. C'est l'heure du foot et au sommaire de ce 26e numéro de la saison, on reviendra évidemment sur la Ligue des champions africaine avec les performances de l'entente du City et le CRB Louis-Dead tenu en échec pour à domicile. Mauvaise opération, notamment pour le CRB qui a été battu hier soir au stade du 5 juillet. On parlera de la Liga. Il y a eu 2 matchs disputés hier soir avec notamment la victoire du Wydad de Tlemcen qui ne s'avoue pas vaincu pour l'instant et le Paradou. Et on finira par... ça sera le thème de cette émission assez spéciale puisqu'on va parler de ce mois béni de Ramadan justement et son impact sur le footballeur en matière particulière notamment et le sport en matière générale. Et pour en parler justement de ces thèmes et notamment de notre thème, celui qui concerne notamment l'impact du jeune sur le footballeur, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau le docteur Yassine Zergueni, président de la commission médicale à la Fédération algérienne de football. Bonsoir, Monsieur Zergueni, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonsoir, c'est un plaisir évidemment partagé, c'est un plaisir et un honneur, et je vous remercie pour l'invitation. Eh ben, on est content et de l'autre côté de la table, on retrouve nos 2 consultants. Et aujourd'hui, on va le dire clairement, Nordin est passé par les couloirs de Canal accidentellement. Il est venu nous faire un petit coucou. Ça sera un plaisir de l'avoir avec nous pour parler. C'est vrai que vous le retrouvez chaque lundi en compagnie de Mokhtar Hammani dans l'émission 52 chrono. Mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Il est aussi spécialiste dans le foot. Donc, Nordin, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent avec nous. Bonsoir à toi, donc Saïd. Content d'être avec toi. C'est ma première avec toi. Hein. Exact. Ouf, enfin, débarrassé de Mokhtar Hammani. Bonsoir docteur, bonsoir mon ami donc Abdelnour, et puis donc très content de participer à cette émission qui est beaucoup suivie. Hein. Ah ben merci, et à vos côtés, l'inamovible, hein, je dirais, titulaire indiscutable au sein de notre équipe. Pas besoin d'aller ailleurs, hein, Abdelnour, hein, toujours titulaire avec... Présent, bien sûr, c'est un honneur d'abord d'être à Canal Algérie et puis de partager cette émission avec nos amis téléspectateurs. Et je suis très heureux aujourd'hui de rencontrer mon ami Yassine Dr Zergueni, qui est un ami de très longue date. Et nous avions eu l'occasion de travailler ensemble en équipe nationale il y a quelques années de cela. Donc Yassine, bonsoir. Et j'espère qu'il va pouvoir éclairer pas mal de... on n'a pas de doute sur ça. Pas mal de gens à ce sujet, justement. On va commencer justement avec la première rubrique et c'est le retour des 3 points de Kawa. Les vacances à Abdelnour, c'est l'heure. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites et été faites qu'on n'avait pas le temps justement de placer nos 3 points. Aujourd'hui, je pense qu'il est... On rappelle juste le principe de la rubrique, c'est les 3 points essentiels qui vous ont marqué durant la semaine. Bon, bien évidemment, en premier lieu, c'est un peu le limogeage de HU, de son poste de manager général, après... Directeur sportif. Directeur sportif, manager général, c'est un peu la même connotation. Hein. Donc c'est un peu ça, il n'aura pas duré une saison, c'est bien dommage, et on voit encore qu'au niveau de l'USMA, les choses sont en train de se mouvoir, peut-être dans le mauvais sens, ils n'en avaient pas besoin. Bon, chaque équipe est en train de passer un passage à vide, donc l'USMA, j'espère qu'ils vont pouvoir régler ces problèmes. Et bon, malheureusement, HUO en a payé les conséquences. Deuxièmement, le point le plus important, je pense que c'est le retour des supporters sur les gradins. On l'a vu déjà à Alger, puisqu'on a vu. Non, je parle d'Alger, puisqu'on a vu hier déjà, hier et avant-hier, hein, au stade du 5 juillet avec l'entente et le CRB, et ça va continuer aujourd'hui avec les matchs de championnat qu'il va y avoir. Donc, très bonne nouvelle pour nos supporters. Et enfin, le troisième cas, c'est toujours une interrogation concernant justement l'avenir de Belmadi au niveau de l'équipe nationale. Beaucoup de choses ont été dites. Mais concrètement, on n'a absolument rien. Moi, tout ce que je souhaite, hein, et ça c'est un avis personnel, je pense que Djamal, non seulement il a fait du bon travail, on n'a pas besoin de revenir sur ça, mais je pense qu'il doit rester pour continuer ce qu'il a déjà entamé. Et Dieu seul sait si le chemin est encore long. C'est vrai que d'abord, les prochaines échéances de la Coupe d'Afrique, c'est pour le mois de juin.
Donc, avec 2 matchs. Voilà, avec et 2 le matchs. tirage au sort bien que ce soit des éliminatoires, voilà. ça sera mardi prochain. Bien que ce soit peut-être des choses vraiment aisées pour notre équipe nationale, mais on a besoin quand même d'un capitaine. Voilà, on a besoin d'un commandant. On a besoin d'un commandant pour naviguer le plus loin possible. Très très bien, donc c'était tout pour cette semaine et on passe directement à la Ligue des champions africaine après ce jingle. Et on commence donc avec le match disputé vendredi soir au Stade du 5 juillet, celui qui a opposé à l'Entente de Sétif au club tunisien de l'Espérance de Tunis. Et ça a été un match assez décevant du côté de l'Entente, on va le dire clairement, qui s'en sort plutôt bien, puisqu'au vu de la physionomie de la partie avec les nombreuses occasions que se sont créées les joueurs de l'ES Tunis, un match nul 0 partout. En tout cas, les Sétifiens maintiennent leur chance de qualification à Nordinane, 0-0 à domicile. Tout reste quand même jouable avant ce match retour prévu la semaine prochaine. Absolument. Je pense même qu'ils seront beaucoup plus à l'aise en jouant en Tunisie. Libérés. Ils seront libérés, ils vont jouer le tout pour le tout. Moi, je voudrais revenir sur cette équipe de l'Entente de Sétif. C'est dommage, hein. Ce qu'elle a traversé cette saison, des conflits entre les dirigeants, un entraîneur qui réalisait quand même de bons résultats. Il faut il réalisait de bons résultats. On ne sait même pas pourquoi il est parti. Un joueur qu'on attaque, ensuite qui revient. Donc c'est tous ces problèmes qui se sont accumulés. Et Abdelnour, qui a été footballeur, pour vous le dire, quand il y a des faux problèmes dans une équipe, quel que soit son niveau de préparation et tout, il y a une perturbation et c'est dommage pour cette équipe de l'Entente. Justement, Abdelnour, cette équipe de l'Entente, on a vu durant le match, on la sentait un petit peu tétanisée par l'enjeu de la rencontre, de ce match, puisqu'au final, l'Espérance de Tunis, ça reste un ténor africain, mais on l'a vu face au CRB aussi, ce n'est plus les ST d'il y a quelques années. Et on sentait que l'Entente avait la possibilité d'aller accrocher de marquer au moins un but, mais en face, les Tunisiens ont eu aussi 3-4 occasions nettes de score, il faut le dire. Oui, il faut revenir un peu, vous parlez de l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis n'est plus à présenter, même si ce n'est pas le même niveau qu'il y a quelques années de cela. Il y a des traditions. Il y a des traditions qui sont perpétuées depuis des décennies. Hein. Ils sont pratiquement toujours dans ils arrivent toujours en quart de finale de Coupe d'Afrique. Donc c'est une équipe qui a non seulement de l'expérience, malheureusement pour Sétif, d'ailleurs Nordine en a parlé très brièvement. Sétif, pour moi c'est la catastrophe cette année. Ah, vous utilisez le terme de catastrophe. Bien sûr, bien sûr. Si on revient en début de saison, si on revient à l'année passée, vous savez, beaucoup de choses ont été dites. On a parlé de problèmes financiers. Je crois qu'il y a eu quand même des participations où financièrement, l'Entente de Sétif a reçu quand même des montants assez conséquents. Il y a eu déjà le transfert... Quand je dis catastrophique, vous savez qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été payés depuis plus de 10 mois. Donc c'est grave. Quand on veut jouer à haut niveau, d'accord, on a beau aimer l'équipe, mais on a besoin d'être quand même réconforté. Et quand il y a des problèmes, quand on voit, Nordine l'a bien dit tout à l'heure, moi, en tant que joueur, quand je vois qu'au niveau dirigeant, il y a une instabilité, au niveau du staff technique, il y a une instabilité, j'arriverai jamais à me concentrer comme il le faut. Et pour preuve, c'est que l'Entente de Sétif est en voie de finaliser un contrat avec un entraîneur serbe, il me semble. C'est la tendance désormais dans le championnat algérien. Après la tendance tunisienne, on passe désormais à la tendance serbe. Non, c'est pas ça. J'ai employé le mot un peu. Vous étiez estomaqué. Vous m'avez dit à ce point-là. Ben voilà la preuve. Non, vous parlez de saison catastrophe, alors que l'Entente est quand même quart de finale. Ils auraient pu être en tête du championnat. Parce que c'est une équipe, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de joueurs qui sont partis, si on doit revoir un peu les anciens joueurs, mais aujourd'hui quand même, ils avaient fait un recrutement assez conséquent. Il y a eu des problèmes qui ont été divulgués par le président, entre guillemets, en parlant de joueurs qui avaient voulu saboter l'équipe, etc. Donc tout ça, c'est pas pour servir l'équipe. Donc c'est dommage,
Mais j'espère qu'ils vont pouvoir, vous savez, sur un match, sur un ou deux matchs, on peut faire basculer positivement les résultats. Docteur Zerguini, je ne vais pas vous poser des questions techniques en attendant d'entamer le thème. Vous pouvez. Évidemment, chacun de nous a son avis, évidemment. En tant que supporter, oui. Évidemment. Moi, je voudrais revenir avec vous justement sur la présence des supporters. Ça fait plaisir de voir le retour des fans. Et c'est ça le plaisir du football, messieurs, quand on dispute un match de foot, et notamment dans un stade comme celui du 16 juillet, un match de Coupe d'Afrique, de voir ses supporters auprès de soi. Donc c'est important pour un joueur d'avoir ce soutien derrière lui. Oh, absolument. Et les spectateurs ont manqué dans le football mondial depuis 3 ans. Et puis c'est revenu petit à petit au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Et toutes les structures qui étaient en charge de la défense de la santé de tous leurs citoyens ont avancé. Et on arrive maintenant à ce qui paraît être la fin de notre gros problème ces 3 dernières années, et on va voir avec grand plaisir le retour des supporters, mais aussi, je tiens à ouvrir une parenthèse, à l'allègement d'un certain nombre de procédés et de réglementations concernant le Covid, qui lui va redonner de l'espoir aux joueurs sur le terrain, à leurs entraîneurs et aussi aux spectateurs. Exactement. Parce qu'aller au stade, c'est devenu une sinécure avec tous les tests qu'on devait passer, c'est ça. Avec le pass sanitaire. Il fallait faire un parcours du combattant. Absolument. Posez-moi la question. Avant chaque match, on avait les tests PCR à faire, c'était compliqué. Youssef, si tu peux nous mettre justement les images des supporters dans les tribunes. C'est vrai qu'il n'y avait pas, le stade n'était pas garni. 25 000. Ils étaient quasiment presque 15 à 20 000. Et quand on sait que les supporters, c'est pas facile de se déplacer de Sétif en plein mois de lockdown, mais ils étaient là derrière leur équipe à encourager leur équipe. Justement, Abdelnour, avant de conclure justement sur ce match, vous disiez que l'entente a les moyens d'aller marquer à Tunis justement face à cette équipe. Bien sûr, au football, de toute façon, on en a eu l'exemple. Hein. On a eu l'exemple sur pas mal de matchs. Bon, 0-0. Moi, je préfère un 0-0 qu'un 1-1, par exemple. Là, il suffit qu'il marque un but. Sachant que le but à l'extérieur est toujours valable en Coupe d'Afrique. Donc, ils comptent double. Si jamais ils arrivent à marquer un but, ils pourront éventuellement continuer. Mais ça me paraît très difficile, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espérance fait partie, moi je reviens, même si ce n'est pas le meilleur niveau de cette équipe-là, fait partie des meilleures équipes africaines. Nordin, justement... Moi, je voudrais juste un petit mot sur les supporters. Vous savez que quand on veut sanctionner une équipe, en football, dans notre sport, on exige le huis clos. C'est ça. Donc tous nos clubs ont été sanctionnés durant toute cette période. Non, ce qui est navrant, hein, après, je ne suis pas spécialiste, mais ce qui est navrant, c'est qu'il n'y a pas une certaine égalité entre les clubs, notamment en championnat, quand on voit que certains wilayas certains clubs peuvent bénéficier de l'apport des supporters, d'autres pas, notamment quand on parle des clubs de la capitale, et ça risque d'être compliqué. Ça a été compliqué, mais ça a été compliqué et personne n'a compris pourquoi d'une wilaya à une autre il y avait, donc normalement c'est national. C'était peut-être en fonction des cas de Covid qui se présentaient dans chaque wilaya. Je dis peut-être qu'au niveau d'Alger, il y avait beaucoup plus de cas. Je ne sais pas, mais toujours est-il que maintenant, c'est vrai que pendant 2 ans pratiquement, c'est pas le fait d'avoir eu des supporters il y a quelques semaines de cela que ça va. Moi, je pense que ça fait déjà plus de 2 ans que le football se jouait sans supporters. Et aujourd'hui, on reprend la voix des tribus. Vous savez, quand on est joueur, et quand on rentre, moi au niveau du 5 juillet, j'ai eu l'occasion de jouer beaucoup de matchs. Quand on rentre et puis qu'il y a 80 000 spectateurs, ça motive. On est froid. On devient. Exactement. On va écouter justement la déclaration de Bedran, Abdelkader Bedran, joueur de l'Espérance de Tunis, qui nous parle de cette partie. كما شفت الماتش كان في الديبي كان شويه ساهل لينا بارابور كانوا دي زوكازيون تاع دي بوت نوت ما قدرناش نجسدوهم اهداف. الحمد لله صافي بليزير. هذا هو تعاود ترجع 5 جويي تلعب كونتر ليكيب تاعك ليكيب اونسيان تاعك. صافي ان غران بليزير. درنا نورمالمون كان ان ماتش عنده مستوى يليق بالتشامبيونز ليغ. نتمنى بالتوفيق لوفاق سطيف. حنا عندنا روتور ان شاء الله نبداو نخمو فيه باش نتاهلوا ان شاء الله.
Donc c'était Abdelkader Bedran, joueur algérien de cette équipe de l'Espérance de Tunis. Oui, il y en a pas mal du côté de l'Espérance. Et justement, il affrontait son ancienne équipe puisque Bedran avait joué à l'Entente de Sétif. On passe à l'autre match, celui qui a opposé hier soir donc dans ce même stade du 5 juillet, le CR Belouizdad de Wydad de Casablanca. Et là, mauvaise nouvelle pour le CR Belouizdad. On attendait peut-être le CRB. Le CRB paraissait en tout cas plus armé que l'Entente de Sétif. Mais au final, le CRB a été battu à domicile alors que le Wydad de Casablanca jouait à 10 pendant quasiment 80 minutes. Messieurs, donc défaite. Un but à 0 à Abdelnor. Est-ce qu'on peut dire que ça s'annonce mal du côté du Chabab avant ce match retour? Bien sûr que ça s'annonce mal. Il faut se poser des questions. C'est vrai que quand on voit un peu le match, il faut pas. Moi, je voudrais revenir un peu à ces matchs de quart de finale. Vous savez, ce n'est plus des petites équipes qui sont à ce niveau-là. Quand on voit l'Espérance d'un côté, quand on voit le WAC de Casablanca, le Raja, le Ali, Orlando Pirates, ce sont des clubs qui ont un palmarès très très riche au niveau africain. Donc c'est vrai que le CRB cette année est en train de dominer le championnat. On s'est retrouvé face au WAC de Casablanca, un joueur expulsé après 6 minutes de jeu. On s'est dit, bon, ça va faire un peu de tâche au CRB, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'ils ils se sont créés beaucoup d'occasions. D'abord, il y avait un très grand gardien de but. Et je revenais juste 2 minutes après concernant Sétif. Sans Khdaïria, je crois que le match était perdu d'avance. Donc, pour revenir un peu au CRB, ils ont perdu 1-0. Ça va être très, très difficile pour eux de se... En football, tout est possible. Et ça me paraît très très difficile pour eux de pouvoir... La chance leur a été donnée ici au 5 juillet. Ils n'ont pas pu la saisir. Bon, malheureusement, le football est ainsi fait. Comment on explique, Nordin, cette défaite du CRB qui domine outrageusement le championnat, qui restait sur une belle série de victoires, qui jouait à domicile, soutenu par pratiquement 30 000 supporters du CRB. Justement, cet avantage au niveau numérique, quasiment tout au long de la partie, et au final, elle perd à domicile. Comment l'expliquer, cette défaite? Moi, je pense, je ne suis pas footballeur, mais je suis sportif, donc le foot est l'an de ce sens. Moi, je pense que c'est une défaite tactique. Le CRB a dominé toute la première mi-temps. Vous pensez que c'est une défaite tactique? Absolument. Le CRB a dominé toute la première mi-temps. Ils auraient pu tuer le match en première mi-temps. Mais certains diront que c'est aussi la faute aux attaquants qui n'ont pas su. Il y avait un bon gardien en face aussi. Alibi qui a raté pas mal de buts. Alibi, moi, hier, je l'ai trouvé. Il est en plus sur le terrain. En plus, ils devaient être remplacés à la pause, selon vous, par exemple. Mais bien sûr, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un qui on va... Alors qu'il y a une défense qui est derrière un bon gardien. On avait besoin... Ça, vous touchez du point un détail important, justement, Abdelnor. Ce qu'il dit, Nordin, est intéressant, puisqu'on a vu que le CRB misait... A prêché énormément sur les... Alors que la défense, on sentait que la défense du Wydad était tranquille. Un truc, il pouvait rentrer avec la balle. On n'avait pas besoin d'un avancement de type, surtout après la sortie. Donc quand ils ont joué à 10, on pouvait dominer, donc mettre la pression dessus. Et puis il y a eu cette seconde période où tout de suite, donc le WAC a marqué à froid. Et après, il faut courir derrière le résultat. Et tactiquement, le WAC a su gérer son match. Très très bien. En attendant donc d'écouter la déclaration de Belkhitel, docteur Zerghini, justement, on peut dire le CRB, c'est dommage pour le club du CRB qui quasiment on va pas dire validé à 100% son titre de champion, mais après la victoire notamment acquise à Sawara durant la semaine dernière, le CRB est bien parti pour conserver son trophée. On misait sur cette Coupe d'Afrique du côté du Chabab et au final, on s'incline lors du match aller à domicile, 1-0. Ça sera compliqué à Casablanca. Très certainement. En tout cas, ils ont raté une bonne occasion de prendre un peu d'avance et de prendre de l'assurance pour aller chez un très grand club, comme disait Abdelnor. Le WAC Casablanca est un des grands clubs africains, comme le Raja, comme le Ali et l'Espérance Tunis. Moi, j'aimerais commencer un peu à parler du point pour lequel
je suis invité aujourd'hui. On va commencer dans 5 minutes. On va terminer avec cette match. Oui, le match, très bien. Allez-y, parce que là, oui, ça serait bien d'en parler. On parlait tout à l'heure avec Abdounour sur l'organisation médicale à haut niveau, au niveau des équipes nationales et des grands clubs. Et je pense qu'il faut se demander comment les staffs médicaux de ces grands clubs prennent en charge cette période. Justement, c'est une bonne. Je pensais que ça, l'entente et le CRB, ça a joué sur ça, justement, au niveau de la prise en charge médicale. Est-ce que. Ce n'est pas impossible. Je ne connais pas bien l'organisation médicale de nos deux clubs. C'est comme ça. Je connais bien mieux, de par ma fonction au niveau international et africain, l'organisation médicale de ces grands clubs africains comme le Ahli, Taraji, l'Ouidad. Je connais leurs médecins, je connais leur. Je pense que c'est une autre dimension, il faut le dire. Non pas pour critiquer, mais pour préparer nos clubs à aller de l'avant. Parce que aller et vouloir prendre un titre, comme nous le souhaitons, par exemple, pour notre champion depuis 3 saisons, comme le CRB, il mérite un titre africain. Nous méritons un titre africain avec le CRB, mais je pense qu'ils doivent se développer aussi de ce point de vue-là. Très très bien. On va écouter la déclaration donc de Mokhtar Belkhitar après ce match. كنا بيان في الماتش في الديبي تاع الماتش شدينا بالون بالك كنا خير منهم جاونا دي زوكازيون صح ما عرفناش كيفاش نماركيوهم بالك كانت نقصنا كيما نقولوا لا ديرنيير توش وين كنا ماركينا كنا قادرين نزيدوا نماركيو مي الله غالب ما يخفالكش باللي فريق تاع الوداد ثاني فريق كبير وعرف كيفاش كيما نقولوا كيفاش يتحكم في المباراه مارغري كانوا ب 10 لاعبين مي ما تحسش باللي كانوا ب 10 لاعبين واش راح نقول لك حنا لعبنا مدينا كلش افون الحاجه اللي تغيت كنا حابين نفرحوا لي سيبورتير تاعنا سيرتو عندهم بزاف واش راح نقول لهم يكملوا يساندونا ويسمحوا لنا مازال ان شاء الله ماتش تاع الروتور كل شيء ممكن هذه كره القدم كيما نقولوا شفنا بزاف صوالح وشفنا ان شاء الله احنا ما راناش رايحين ان شاء الله الوداد باش بيان سور بالك الروتور راح تكون لابريسيون على الفريق تاع الوداد خاطرش هو اللي راح يبني اللعب واللي راح لازم عليه ماركي ما نتصورش راح يقعد كما نقولوا بالفوز هذا راح يقول باللي يضمن الاخر. Et on souhaite bien évidemment bonne chance aux deux représentants algériens avant ce match, avant les matchs retour prévus donc ce week-end respectivement. Donc ça sera en Tunisie et au Maroc. On passe désormais à présent plutôt à la Liga. Et pour la Ligue 1, donc, il y a eu 2 matchs à disputer lors de cette 26e journée disputée donc, hier soir. On commence avec le résumé du match ayant opposé le Parado Athletic Club à l'Olympique de Médéa avec Sid Ahmed Bouraïb. Bon, on va problème de sang, donc on va Youssef, tu peux nous mettre les matchs, les images de cette rencontre ayant opposé donc le Paradou à l'Olympique de Médéa. Ça a été une victoire du Paradou 2-1 avec les images Youssef pour voir notamment les buts de cette partie. Donc on va voir, Abdelnour, justement, cette victoire, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Moi, je pense que ça allait vers un nul. Bon, le Paradou conforte sa position, là. Hein. Je crois qu'ils ont retrouvé un peu le goût des victoires. Moi, je pense que si jamais ils n'avaient pas eu ce petit passage à vide, le Paradou serait peut-être à égalité avec le CRB. Hein. Donc bon, mais c'est un peu leur apprentissage. Mais là, je pense que c'est une victoire quand même qui est méritée.
Maintenant, l'OMBDA, il faut qu'il bouge encore un peu pour essayer de se reprendre. Norden, on vous dit au revoir puisque vous avez un déplacement. Vous partez où? Sur Schleff. Pour une fois, c'est pas ma grave. C'est déjà pas mal. Je retourne sur la terre de mes ancêtres. Exactement. On vous souhaite un bon match. Ça a été un plaisir. Moi, je voudrais justement revenir avec M. Zelghini sur ce match ayant posé le parado à l'Olympique de Médéa. On voit que du côté du parado, cette équipe qui reçoit habituellement à Dalbeda a choisi donc de disputer ce match à Volorid, histoire de jouer en nocturne. On sent que aussi nos clubs ont cette préférence de jouer en nocturne, histoire de permettre aux joueurs d'être dans de meilleures dispositions le soir notamment. Oui, je crois qu'il y a quand même... il ne faut pas généraliser des clubs qui sont mieux organisés. Je parlais tout à l'heure de l'organisation médicale. Elle se départage dans le football moderne entre la médecine du football de terrain, et pour lequel nos équipes dont je parlais tout à l'heure sont bien entourées avec des médecins qui ont une grande expérience. Reste à nos clubs de développer la médecine du football au sein du club, c'est-à-dire avec une stratégie de préparation des équipes, avec une stratégie de prise en charge médicale d'un certain nombre de soucis qui font la médecine du football actuelle, la nutrition, la psychologie, pourquoi pas, la préparation physique et la récupération. Très très bien. Abdenor, un mot sur le match Wydad de Tlemcen RCA, victoire du Wad de Tlemcen de Buza. Ce n'est pas un réveil tardif. Mais en tout cas, cette équipe du Wydad a le mérite de croire... de jouer le jeu, et puis de croire en ses chances de pouvoir rester en Division 1, mais ça va être très, très difficile. Hein. Vous savez, il reste 5 matchs, hein, donc c'est pas évident. Hein. Et pour les deux matchs qui se jouent actuellement, donc on a à la 88e minute, le NC Magra fait match nul face à la GS Sawa 0 partout, alors que le RC Relisen est largement battu à domicile par la GS Kabylie, 4 buts à 0. Alors on joue à la 75e minute, la GSK qui revient fort. Qui revient très très fort, et c'est tant mieux. Hein. Je crois que la GSK mérite un peu, non seulement d'être parmi les premiers, sinon d'avoir également des titres. Hein. Il est temps qu'ils renouent un peu avec leur passé. Très très bien. Et on a avec nous donc Sarah Delbel qui remplace notre ami Nordin Henni. Sarah, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir docteur, bonsoir Abdelnour, bonsoir à nos téléspectateurs. Et donc Sarah, vous êtes là donc pour votre rubrique hebdomadaire, et ça sera donc, on le disait au sommaire, l'impact du jeune sur le rendement du joueur du football. On va vous donner la parole juste après ce jingle. Donc Saïd, vous avez parlé de l'impact du jeune, on va en parler durant cette deuxième partie d'émission. Donc l'impact est là, on a un sommeil perturbé, une alimentation déséquilibrée, peut-être la déshydratation, l'hypoglycémie et d'autres conséquences du ramadan. Donc lors de ce mois sacré, les footballeurs et les sportifs de haut niveau changent complètement leur mode de vie et leur mode alimentaire. Donc on vous laisse tout d'abord découvrir ce sujet et on reviendra pour en parler sur le plateau. Une horloge biologique déréglée, une alimentation déséquilibrée, la déshydratation et l'hypoglycémie sont des conséquences du jeûne du ramadan pour un sportif de haut niveau. Lors de ce mois sacré, les footballeurs s'adaptent à un nouveau rythme et changent complètement leur mode de vie. Plusieurs questions reviennent chaque année sur les effets métaboliques et physiologiques du jeûne. Nous nous sommes donc rapprochés de certains clubs pour savoir comment concilier pratique de haut niveau avec le ramadan. Il y a un impact, mais à condition, on doit faire le calcul de 3 premiers jours, le premier, deuxième, troisième jour du ramadan. C'est la période, on peut dire, c'est un peu la période délicate, difficile. Ici, c'est dans cette période-là, il ne faut pas intensifier les séances d'entraînement, c'est-à-dire il faut laisser que le corps s'adapte au changement des 3 phénomènes, la déshydratation, l'hypoglycémie et le manque de sommeil. C'est à partir de là, le corps s'adapte et après, il va s'habituer à ce rythme nouveau et on aura de moins en moins les risques de blessures. Avec un corps qui a moins d'énergie, le joueur va perdre en lucidité et en explosivité, ce qui peut provoquer une baisse de performance,
sauf s'ils s'adaptent rapidement grâce à un bon programme effectué par le staff technique et médical. Prends le cas ici de notre club. On a eu la chance que déjà au deuxième jour du Ramadan, au troisième jour du Ramadan, on a pu rentrer en stage pendant 4 jours à Ishra et là on a pu déjà travailler à la fois, travailler physiquement et surtout sur l'adaptation et l'effort pendant et ça s'est super bien passé. On s'entraîne le soir, pour nous ça n'a pas beaucoup changé parce qu'on n'est pas amené à jouer des matchs l'après-midi. Donc nos entraînements on les fait le soir, à l'exception des entraînements comme aujourd'hui parce qu'on va voyager et tout ça et souvent c'est un entraînement de 45 minutes juste de veille de match. Donc pour nous ça ne cause pas vraiment de problème parce qu'on a eu à la fois le programme, on a eu la chance, le stage pour vraiment nous préparer et nous mettre au rythme du Ramadan et travailler, garder la même qualité de travail. Un joueur qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu quelque chose pendant toute la journée, ça va être un peu difficile de faire l'activité physique. Mais si on module la séance d'entraînement, la durée, l'intensité de la séance d'entraînement, il peut s'entraîner le plus normalement du monde. Il n'y a pas un impact physique très important sur le joueur. Dans une discipline qui demande beaucoup d'efforts, le corps va puiser dans des ressources qu'il n'a pas forcément, ce qui peut provoquer une hypoglycémie ou une déshydratation. L'alimentation semble être la clé pour réussir à allier la pratique sportive avec une bonne condition physique. Le premier conseil déjà qu'on donne à chaque fois, même si ce n'est pas le Ramadan, c'est l'hydratation, c'est l'eau. Et comme c'est le Ramadan, c'est indispensable de prendre l'eau parce que pendant toute la journée, le joueur ne prend rien, alors au moins il récupère au moins 1,5 litre par jour. Il faut bien surveiller les joueurs. Il faut que le joueur sache qu'il faut signaler s'il a des maux de tête en rapport avec une hypoglycémie, s'il a des vertiges. Et pour l'alimentation, il faut manger beaucoup de sucre lent, des féculents, du riz complet, des pâtes et tout ça, pour qu'il puisse garder un peu de sucre pour la séance avant le ftar. Par contre, les séances après l'entraînement, les joueurs, surtout s'ils mangent beaucoup lors du ftar et tout ça, ils ont des difficultés à faire la séance après l'entraînement ou les matchs. C'est pour ça que les athlètes doivent surveiller ce qu'ils mangent. Avec un organisme plus fatigué, les risques de blessures sont plus fréquents, mais cela dépendra du climat et de l'adaptation des joueurs. Au contraire, sur le mois de Ramadan, on aura de moins en moins de blessures. Attention, on ne peut pas dire qu'on a de blessures. C'est comme notre religion dit, au contraire. Mais sauf, pourquoi il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de blessures durant le mois de Ramadan? Pourquoi? Parce que déjà le joueur il ne dort pas bien, il ne mange pas bien, il est déshydraté, c'est tout à fait normal. On ne peut pas travailler de la même manière quand il fait froid et que l'autre fois, mais c'est question d'adaptation encore une fois. C'est quand vous avez autour de vous toute une équipe qui je veux dire, à point et qui travaille, qui est dans la recherche, qui sait ce qu'elle fait. Donc là, vous n'avez pas de problème. Bien sûr, vous tombez dans ce cas-là de blessure et tout ça, si le travail est mal organisé ou les choses ne sont pas faites comme elles se doivent. De leur côté, ces footballeurs préfèrent s'entraîner et jouer leur match après la rupture du jeûne. كي تنطريني في السهره واحد اللي يقدر يجي روحو اللي ما يتشهاش بزاف سي نورمال هذا رمضان لازم ياكل حاجه خفيفه ويجي لهنا تسمى بريفيرونس في السهره خير باسكو ميم في السهره يكون عندك تكون شويه البروده ما يخليكش ثاني بلي كي تلعبي ان ماتش على 4 تاع العشيه ولا على 5 وتلعبي في السهره ميم شوز ميم حنا لي جوار بوكو بليس في السهره حنا نكونوا اليز تبراتيكي لو فوتبول تلعبي اليز ما تخممش كيفاش تجيري لينيرجي ديالك تحب تشرب الماء تشرب تحب تشرب الماء تشرب تحبي تاكلي بقلاوه ولا قلب اليوت في لاميطون. Je pense que ça dépend des séances d'entraînement, ça dépend de la charge. Quand c'est un entraînement très compliqué, plutôt long, plutôt après. Sinon, si c'est plutôt court comme aujourd'hui, avant l'entraînement, c'est mieux. Établir un programme adéquat est la solution la plus recommandée durant ce mois sacré. Une tâche que le staff technique et médical de chaque club doivent assurer rigoureusement afin de préserver la santé et les performances de leurs joueurs. Très bien, donc docteur, on parle de préserver une santé et performance de ces joueurs-là. Tout d'abord, parlez-nous de cette période-là, la période d'adaptation. D'après les techniciens et d'après les médecins qu'on a eus, c'est le plus important, c'est la clé pour réussir à gérer ce mois du Ramadan. Oui, c'est un fait important, l'adaptation, mais pas que. Je voudrais d'abord rebondir sur certaines choses que j'ai entendues et qui sont très étonnantes. L'hypoglycémie, ça n'existe pas du tout.
dans les études et dans toutes les publications qui sont parues, dont celle de la FIFA, que j'ai eu le plaisir et l'honneur, c'est un des programmes de ma vie de médecin du football, nous n'avons jamais retrouvé ça. Alors que cette étude a été faite au plus haut niveau scientifique, qu'il y a eu 2 parutions de près de 12 publications chacune faites par des universitaires américains, britanniques, asiatiques et algériens. Donc le corps et l'organisme, ce n'est pas une bouteille où vous mettez de l'eau et vous la videz, elle est vide. Vous la remplissez, elle est remplie. L'organisme, c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué et intelligent. La régulation de sucre dans l'organisme est quelque chose de très sophistiqué, de très compliqué. C'est pas parce que on ne va pas prendre une dose de sucre pendant une certaine durée qu'on va tomber dans l'hypoglycémie. On n'a jamais vu pendant le mois de Ramadan des gens dans la rue tomber inanimés. Donc en principe, si je dois croire mes collègues qui ont parlé, on aurait des gens étendus dans les rues d'Alger toute la journée. D'ailleurs, le médecin l'a dit, on informe les joueurs qu'il faut nous prévenir en cas de maux de tête, de vertige. Oui, mais ça n'existe pas. Bon, il y a d'autres choses qui ont été dites qui sont... Revenons à l'adaptation. Dans notre étude, parce qu'il faut revenir toujours aux études scientifiques qui ont été démontrées et qui ont été publiées sur des revues sérieuses. Et c'est le cas de l'étude de la FIFA, et sur laquelle je me repose. Je ne suis pas un spécialiste de tous les domaines de la médecine, mais j'ai eu à coordonner... Un domaine assez vaste. Hein, voilà, j'ai eu à coordonner ces choses-là. La période d'adaptation, on s'est aperçu, lorsqu'on a fait l'étude, on a pris 2 équipes. D'abord, on a fait des études comparatives, ce sont les seules qui sont scientifiquement acceptables, entre 2 groupes, l'un jeûneur et l'autre pas jeûneur, pour les comparer dans les mêmes situations. C'est la première étude qui a fait ça, d'ailleurs, à partir de 2006. Et on s'est aperçu que les organismes des joueurs, en moyenne, je ne parle pas individuellement, mais en moyenne, commençaient par une adaptation, c'est-à-dire que certains paramètres allaient diminuer et que la performance pouvait être atteinte dans les premiers jours. Et ensuite, on s'aperçoit dans les autres évaluations au cours du Ramadan que la performance remontait. Et ça, c'est l'effet de l'adaptation. D'ailleurs, dans les pas que dans le sport, hein, pardon, même le citoyen lambda, très souvent, la première semaine est compliquée. Et par la suite, excusez-moi, docteur, cette période, elle dure combien de temps à peu près? Mais ça dépend justement de chaque organisme. En moyenne, elle peut durer 3 ou 4 jours, mais ça dépend. Il y a c'est très individualisé. Il y a des individus qui sont plus à même, c'est peut-être pour ça qu'ils jouent mieux pendant cette période, plus à même de s'adapter très vite. D'ailleurs, et la première de cette étude a été dans le football de peut-être commencer une période de jeûne préalable pour s'habituer. Ce qui revient à nos traditions ancestrales où absolument, où on commence absolument. Donc vous comprenez, préparation. Vous comprenez que de la nécessité, disons du point religieux, il y a aussi dans l'islam, il y a beaucoup de points comme ça, et il y a aussi des faits qui se sont révélés scientifiquement importants. Très bien. On va parler aussi, vous avez parlé d'hypoglycémie, donc il n'y a pas d'hypoglycémie. Vous rassurez les joueurs et aussi vous informez les médecins des clubs. On va parler du sommeil, de l'horloge biologique qui est perturbée durant cette période. Comme vous l'avez dit, Saïd, ce n'est pas forcément pour un joueur. L'horloge biologique est perturbée durant le mois sacré, puisqu'on a le suhoor. Même si on essaie de dormir un peu plus tôt, on se réveille pour ce suhoor-là. Et est-ce que, pour un joueur de football, quand il ne dort pas assez, on rentre dans la récupération, est-ce que ça peut impacter sur son rendement et pour peut-être pas avoir des blessures, on va dire? Ou des fois, dormir tardivement. On voit que malheureusement, certains joueurs préfèrent aller jusqu'au suhoor, manger et dormir jusqu'à 14 heures. D'après les médecins, d'après le reportage, ils m'ont dit que
Même s'ils dorment pendant la journée, ça leur suffit, il faut juste avoir les 8 heures de sommeil. Non, ça c'est complètement fou. Ça, c'est faux. Bon, ça, je le sais Rien, que c'est faux, hein. rien. Parce que rien ne remplace Rien ne remplace le sommeil nocturne. nocturne. 11 heures, C'est 11 un heures, fait. 6 heures, 11 heures, 7 Et heures. c'est un fait qui est établi. Je vais commencer par vous répondre par deux points essentiels. D'abord, l'un des chercheurs dans l'équipe qui est le numéro 1 de l'équipe de l'étude FIFA sur le Ramadan, qui est le numéro 1 en matière de nutrition et d'hydratation dans le monde. Il est président de la commission de nutrition au CIO. C'est un Britannique. Une sommité. C'est une sommité de la nutrition chez le sportif, m'a finalement dit, qui a lui-même demandé à participer à cette étude, parce qu'il était pour lui un moment exceptionnel. Il m'a dit, votre Ramadan, ce n'est pas le jeûne du Ramadan. Nous, on dit le Ramadan, ça comprend ça. En fait, le Ramadan, c'est un mois de l'année. C'est le jeûne qui compte. Le jeûne du Ramadan, ce n'est pas ne pas manger et ne pas boire. C'est manger et boire dans une organisation différente. différente, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu dans notre étude que les athlètes prenaient exactement la même quantité d'eau et d'alimentation et que l'organisme, au bout de l'adaptation, allait s'habituer à faire des réserves en eau, en nutriments, pour pouvoir assumer l'activité et donc qu'il n'y ait pas d'impact sur leur performance. Le deuxième point, au-delà de ça, le deuxième point, c'est que le Ramadan, c'est une affaire qu'on dit chronobiologique. Vous avez raison, l'organisation de la journée va changer. Mais ça, on le sait depuis des siècles qu'elle va changer. Et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Donc on revient à l'adaptation. Absolument. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir droit, au lieu de 3 grands repas, au moins dans certaines contrées, parce que chez nous, c'est toujours 2 repas habituels. Le petit déjeuner est habituellement complètement tronqué autour de la Méditerranée. Donc, et encore plus nous, où un café au lait sert de petit déjeuner, qui ne sert à rien d'ailleurs. Donc, on a 2 grands repas. Le sahur et le ftour. Et c'est comme ça qu'on va organiser la journée. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sahur, c'est le repas principal. Pourquoi? Parce qu'il va préparer. Il faut donner à l'organisme pour se préparer à toute la journée de jeûne en gardant son activité. Pourquoi? Parce que le ftour, c'est une récupération nutritionnelle et hydrique. Ce n'est pas l'ajout qu'on va donner pour pouvoir activer dans la journée. Là, docteur, on est en train de parler de sport. On n'est pas en train de parler de... On peut aller, parce que la vie, c'est une activité, c'est de l'exercice. Ça dépend des métiers qu'on pratique. Mais ça peut s'adapter dans beaucoup de métiers qui sont très durs. Si vous prenez des ouvriers du bâtiment, c'est parfois plus que le sport. Donc vous dites qu'il est obligatoire pour un joueur de foot, par exemple, de faire le sahur, en tout cas. C'est une obligation absolue, en tout cas sur les résultats de l'étude. Et on revient, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos traditions. Le sahur, même selon le prophète, est un repas extrêmement important. Il l'a dit, et ça a été rapporté. Qu'est-ce qu'il doit manger un sportif, et notamment un footeux? Il faut se préparer et donner à l'organisme tout ce qui pourrait lui manquer durant la journée. Ça veut dire l'eau. Pendant toute la soirée, depuis le ftour jusqu'au sahur, il va falloir donner à l'organisme l'hydratation qu'il mérite et pour se préparer au jour qui vient. Non, il ne faut... C'est comme un dromadaire. Voilà. Il ne faut pas prendre de grandes quantités en 1 ou 2 fois. Il faut s'hydrater tout au long de la soirée et une grande hydratation au niveau du sahur. Avec, du point de vue nutritionnel, des sucres lents. Des sucres lents. Et on revient à nos traditions culinaires où le mesfouf est le plat habituel. C'est pas pour rien. Voilà. C'est pour ça que tu as beaucoup d'énergie, ça aide, ça se voit. Voilà, le mesfouf avec des petits pois, c'est le plat idéal.
Vous ne m'avez pas répondu à ma question, on a parlé de sommeil, donc comment... J'y arrive. Après, il y a le deuxième repas, je vous ai dit, le ftour, c'est la récupération. Là, on peut prendre des protéines, on doit prendre l'hydratation aussi, mais aussi des sucres rapides pour remonter les réserves. C'est pour ça qu'il y a le hamlalou, c'est pour ça qu'il y a ces choses-là. Et au-delà de ces deux repas, il va falloir aussi donner à l'organisme sa récupération. Et la récupération par le sommeil est extrêmement importante. Comme je vous l'ai dit, rien ne remplace le sommeil nocturne. Et il faut se référer aux traditions que l'on a, aller dormir tôt et se réveiller pour le soir. Et en faire 29 fois comme ça. Donc il faudra programmer des séances d'entraînement à 8h du matin pour nos joueurs, histoire de les obliger à dormir tôt. J'aurais une question justement par rapport à... Par exemple aujourd'hui à Alger notamment, il fait beau, il fait chaud quand même. Et la semaine dernière, je me rappelle, un mardi, il a fait hyper chaud. Ça a été quasiment... On a frôlé les 30 degrés. Et il y a eu des matchs, des jeunes catégories notamment. On va voir les images. Ça c'est un crime. Voilà. Le fait de faire jouer les jeunes catégories à partir de 10h du matin, et on voit les images. Plus à partir de 9h du matin. Quasiment de 9h, voilà. Et il se déplace avant. Il se déplace juste avant. Donc on va dire qu'il se lève à 6h du matin pour se déplacer. Il y a des équipes de jeunes, je m'excuse de vous couper, mais c'est très important. Il y a des équipes de jeunes qui sont programmées à 9h du matin et qui se lèvent pratiquement juste et qui prennent un bus à 6h du matin pour se retrouver à 150 ou à 200 km. Voilà, moi, je trouve ça criminel. Ça a fait le buzz la semaine dernière, notamment. Beaucoup ont décrié la décision de la Ligue, notamment à travers toutes les ligues, en tout cas de programmer ces matchs. C'est vrai que des fois, il n'y a pas une autre possibilité de programmer les matchs en nocturne, mais quand la météo annonce une canicule, est-ce que la Ligue ne doit pas prendre ses responsabilités et justement carrément annuler ou reporter les matchs selon vous, M. Zergueni? Écoutez, d'abord, je suis très triste de devoir vous dire quelque chose. Cette étude et le savoir concernant l'impact du jeûne de Ramadan sur le footballeur a été mené par un Algérien sous l'égide de la FIFA et sous l'égide de la Fédération algérienne de football. Et je n'en suis pas peu fier. Et beaucoup d'universités dans le monde ont participé à cette étude. Et on reconnaît, on reconnaît à la Fédération, au niveau de la FIFA, on reconnaît à la Fédération d'avoir aidé tout le monde musulman à en savoir plus sur l'impact sur l'organisme et comment s'organiser. Je suis triste de devoir vous dire que les spécialistes que nous avons ici en Algérie ou ailleurs n'ont pas été sollicités par ces ligues-là pour demander et dire, moi j'aurais été plus que fier ce qui est anormal, de réunir les spécialistes que nous avons et puis de donner des indications. Depuis un an que je suis à la tête de la commission syndicale de la Fédération, j'ai eu le plaisir de réunir une dizaine de collègues, pratiquement tous au plus haut niveau de leur savoir dans tous les domaines de la médecine, universitaires, chefs de service pour la plupart, mais nous n'avons pas été sollicités du tout, alors que nous avons un savoir assez extraordinaire. J'oublie d'être modeste. Mais sur la question, est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur le fait de programmer des matchs à 9h, à 10h du matin en plein mois de... Même à 14h pour les espoirs, on les a des espoirs pareil, les jeunes. Il faut revenir au percept de l'île. Il y a 22 ans qui ne sont pas concernés. Non, il ne faut pas oublier ça. Les jeunes, on parle des U17, U19. Pas chez nous. Pas chez nous parce qu'ils commencent à le faire très tôt. Voilà, on parle de règlement et de loi, qu'elles soient religieuses ou sportives. Mais pour les U19 et les U17, ça peut les concerner. Et je pense qu'on aurait dû avoir des rencontres très rapidement pour pouvoir donner des indications très précises à ces ligues pour
soit l'organisation de ces matchs dans des conditions acceptables, soit déporté. Absolument. Voilà. Absolument. Faire une trêve pendant ce mois. Rien n'est obligatoire. L'essentiel, c'est d'être au service des joueurs et de protéger leur santé. Voilà, pour éviter des drames, justement. J'ai une question pour Abdelnour. On a écouté les joueurs de l'USMA, c'est des seniors, et ils préfèrent s'entraîner et jouer après le FTA. C'est idéal. Bouchina m'a parlé du problème d'éclairage au niveau des stades. Donc ces catégories-là jouent avant le FTA et à ces heures-là, parce qu'il n'y a pas assez de stades et il n'y a pas d'éclairage le soir. Même des équipes seniors jouent avant le FTA juste par rapport il y a aujourd'hui deux matchs. Il y a la Saoura qui joue à Magra, il y a la JS4. D'ailleurs, on va donner les résultats dans un instant. Le fait de s'entraîner le soir est un avantage, ça c'est certain. Et de jouer le soir aussi. De jouer également le soir, c'est un avantage. Maintenant, pour les terrains qui ne sont pas éclairés, on n'a pas, je parle des entraînements uniquement, hein. On n'a pas besoin d'avoir un éclairage à 100% pour pouvoir s'entraîner. Moi, je me rappelle... Mais s'il joue la matinée, Abdelnour, il ne peut pas s'entraîner la nuit et son match est programmé la matinée. C'est pas un problème. Là, on revient à l'adaptation. Son corps n'est pas adapté à jouer à la même heure. Vous êtes en train de parler des espoirs. Des espoirs. Les espoirs, généralement, ils jouent en ouverture des seniors ou un jour avant. Et tout. Ouais. Moi, ils ne sont pas programmés à 8h du matin ou à 10h, ils sont programmés beaucoup plus l'après-midi. À 15h, 16h. Donc s'entraîner le soir et jouer à 15h une fois sur deux ou une fois sur trois, c'est pas... Mais moi, je voudrais revenir justement concernant, puisqu'on a le... Rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. C'est très très important. Voilà. Nous avons le docteur Zelgheni avec nous. Vous savez, on était à une époque, on en a parlé tout à l'heure, on était à la pointe de la médecine au niveau africain. On avait le CNMS qui était à l'époque une structure extraordinaire. Comparé à aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, Mayassi, comparé un peu à Sbetar, on était beaucoup plus en avance. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors qu'un centre national de médecine sportive le centre est très important. Oui, existe toujours, mais il n'est pas opérationnel comme il se doit. Vous savez, il a eu l'occasion de pouvoir réunir quelques médecins. Ce n'est pas quelques médecins, c'est l'ensemble des médecins sportifs qui sont concernés, que ce soit en football ou dans d'autres disciplines également. Hein. Moi, justement, j'allais vous poser la question, vous me tendez la perche. Est-ce qu'il aurait été préférable pour vous, en tant que président de cette commission médicale fédérale, d'organiser une sorte de séminaire ou un colloque, ou même une petite réunion avec les différents médecins des clubs de l'élite. Surtout qu'on voit quand vous n'êtes pas d'accord avec eux. Voilà, c'est ça. Donc ils sont mal informés. Pour leur justement promulguer quelques conseils ou même les orienter avant le début du mois d'Ramadan. C'est même l'un des rôles principaux de cette commission. C'est ça. Normalement, nous sommes en plein. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu cette réunion, par exemple? Écoutez, cette saison, nous avons mis en place un certain nombre de choses vis-à-vis des médecins des ligues, vis-à-vis des médecins des clubs. Nous les avons réunis à 2 ou 3 reprises. Notamment pour le Covid. Pour le Covid, pour les blessures, pour l'organisation des matchs eux-mêmes, pour les urgences sur les stades. Nous avons eu Vous avez même fait une journée d'études sur les entraînements pendant le mois sacré. Absolument. Mais il n'y avait pas les médecins de... Mais elle était ouverte. Et les médecins pouvaient être sur place. Et j'ai été invité, ça je dois le dire, et je vous remercie de le rappeler, j'ai été invité par l'Université d'Alger, quelle référence, pour donner une conférence avec d'autres spécialistes qui sont intéressés à ce sujet. Mes amis, le professeur Slimani, par exemple, de l'Université Alger 3, qui m'a fait le plaisir de m'inviter, et on avait près de 400 à 500 personnes. Monsieur Zelgheni, pour conclure, il nous reste 2 petites minutes. J'aurais une dernière question sur justement, je trouve que la vision du football mondial a changé par rapport justement aux jeunes et à ce mois béni de Ramadan. On voit que si on doit comparer par rapport à il y a 15-20 ans, là on sent que les joueurs musulmans pratiquent peuvent jeûner en tout cas en toute tranquillité, ils ne sont pas, disons, bousculés comme l'étaient auparavant les anciens. Absolument.
Qu'est-ce qui a fait que la donne a changé? Est-ce que le joueur africain et musulman en matière générale a évolué, devient important et a un petit peu obligé les entraîneurs à... Il y a de ça, mais c'est aussi d'avoir divulgué ce qu'était le ramadan, l'importance que le ramadan avait dans le milieu sportif et aussi, comme vous le dites, l'importance de certains athlètes. Parlons par exemple de Karim Benzema, qui a fait cette simple déclaration va attirer l'attention et va donner de l'espoir à tous les footballeurs musulmans de la planète qui veulent pratiquer leur foi et pratiquer leur sport au plus haut niveau. Tout ça pour dire que même si on fait le Ramadan, le Carême, on reste performant à l'image de Karim Benzema, Riyad Mahrez et d'autres joueurs qui s'illustrent au plus haut niveau. Pour une petite avant d'en terminer, que le dernier match contre Chelsea, Karim Benzema était en hypoglycémie. Docteur, s'il vous plaît, juste une question. Juste une question. Est-ce que vous confirmez que pendant ce mois sacré, il y a moins de blessures, comme l'a dit le docteur Khaled? Il y a une étude, et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce programme de recherche sur le ramadan continue, en particulier avec cette grande structure extraordinaire scientifique qui est Aspetar à Doha, et avec eux, il y a des études qui sont lancées sur quel est l'impact du jeûne sur le taux de blessure. Il n'y en a pas. Très très bien. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps justement sur ce sujet très intéressant. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur, M. Zerguini, pour tout cet éclairage, notamment pour ce qui est. On espère vous revoir très bientôt. On fera une émission assez spéciale sur notamment la santé des joueurs. Très bien, merci Sarah Torek en tout cas. Merci Sarah Delbel pour ce sujet, ce reportage. Merci Sarah Torek. Et merci à toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Youssef Issaïd au script, Amal Ben Batouj à la réalisation, toute l'équipe des journalistes. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.